Jour J, -4 avant le deuxième tour des élections législatives. Gros plan jusqu'à 16h sur la stratégie de la France insoumise. Comment le mouvement pourra-t-il peser dans les débats à l'Assemblée nationale? Il faudra sans doute un groupe parlementaire, mais est-ce que l'objectif est atteignable? Jean-Luc Mélenchon pouvait espérer mieux après son résultat à la présidentielle. Peut-on pour autant parler d'échec? Eh bien, on va poser ces questions à nos invités. Avec nous, Paul Vannier, bonjour. Vous êtes secrétaire national du parti de gauche à l'éducation, candidat d'ailleurs de la France insoumise, un candidat éliminé au soir du premier tour dimanche dernier. Christian Roudeau, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain. On va donc analyser cette situation avec vous. D'abord, Paul Vannier, juste, pardon de commencer par des chiffres, mais quand on voit les chiffres du premier tour de la présidentielle et qu'on les compare au premier tour de cette élection législative, on va le voir, Jean-Luc Mélenchon avait recueilli 7 millions de voix pour environ 19,6% des suffrages. Et regardez ce qui se passe à ce premier tour des législatives. Elles sont passées où, vos voix, entre les deux, en un mois ? Eh bien, dans l'abstention, et c'est vrai, vous avez raison, c'est le fait massif de ce premier tour de l'élection législative. Nous avons été, je crois, les plus touchés par l'augmentation de ce phénomène, car finalement, le cœur de notre électorat est le plus sensible à ce phénomène. Nous avions convaincu, vous le savez, les jeunes dans des proportions très larges à l'élection présidentielle, et en effet, ils s'abstiennent dans des proportions là aussi considérables. De même, les classes populaires étaient finalement le socle du résultat considérable de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et nous savons, et je l'ai constaté moi aussi, qu'elles se sont plus massivement abstenues. Mais ça veut dire qu'en campagne, vous n'avez pas réussi à parler ou à convaincre ces classes populaires, à convaincre ces jeunes, à convaincre aussi les dégoûtés de la politique. Ils parlaient à eux aussi, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi tout d'un coup, vous n'avez plus réussi à vous faire entendre? Je crois que nous en avons convaincu un grand nombre. Nous allons en parler, mais nous sommes au second tour dans 74 circonscriptions, ce qui est bien davantage que la situation qui était la nôtre en 2012, par exemple. Mais il a été difficile, en effet, de faire apparaître aux gens l'enjeu, l'intérêt de cette élection qui ne vient que 5 semaines après l'élection présidentielle. Et moi, j'ai souvent rencontré sur les marchés de ma circonscription des habitants qui ne comprenaient pas quel était l'intérêt de ce vote, considérant aussi que le jeu était déjà joué, puisqu'il faut bien le reconnaître, depuis 5 semaines, 6 semaines maintenant, chaque jour, chaque matin, chaque soir, on nous annonce une victoire écrasante de M. Macron. Alors, dans ces circonstances, quel est l'intérêt de ce vote ? Alors, est-ce qu'on peut parler d'échec, d'après vous, Christian Roudeau, pour la France insoumise ? Moi, je pense qu'il faut pondérer. Je pense que finalement, c'est le mouvement ou le parti qui obtient, je dirais, presque le meilleur résultat pour l'opposition. Ça a été un désastre pour le Parti socialiste, ça a été aussi très décevant pour LR, très décevant pour le Front National. Donc effectivement, vous avez raison, si on prend le pourcentage des inscrits, ça fait 6,5%, c'est pas beaucoup, et vous avez raison de poser la question, où est parti cet électorat? Et je pense que je voudrais pointer un paradoxe, c'est que vous avez un parti, la France insoumise, avec à sa tête un leader charismatique, qui passe son temps à parler d'une 6e République et dire il faut oublier les grandes figures charismatiques, les grandes figures providentielles, mais en même temps, on voit bien que la dynamique de ce mouvement est liée à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Et si je me permets de faire un parallèle peut-être un peu risqué, je dirais que c'est un peu ce qui s'est passé avec le Front National, c'est-à-dire qu'ils ont une leader charismatique, qui a eu quelques soucis dans l'entre-deux tours, mais ils n'arrivent pas à traduire ça en termes de voix, en termes de législative, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors justement, vous qui avez fait campagne, est-ce que vous pouvez nous le dire? C'est-à-dire que la France insoumise, pour les électeurs, c'est forcément égal à Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est égal à un programme, l'avenir en commun. Bien sûr aussi, c'est une identification très forte avec celui qui a porté ce programme, Jean-Luc Mélenchon, pendant l'élection présidentielle et qui a été le premier de cordée de cette élection législative parce qu'il est venu soutenir nombre de nos candidats pendant l'élection, moi-même par exemple, pendant l'élection législative. Mais justement, ce programme, il insistait sur l'une des contradictions très fortes de la situation dans laquelle nous sommes. Le régime 5e républicain, cette 5e république, son mode de scrutin majoritaire par circonscription qui nous place en effet dans une situation difficile. C'est pour ça d'ailleurs que nous appelons à passer à une 6e République par une assemblée constituante. Si nous avions un scrutin à la proportionnelle, vous le savez, nous aurions déjà plusieurs dizaines de députés, 70, peut-être 80. Et en effet, nous allons nous retrouver dans une situation où ce nombre sera bien moindre. De même d'ailleurs pour le Front National. Nous avons combattu toujours le Front National. Nous considérons que c'est un parti très dangereux pour notre démocratie, anti-républicain. Mais regardez, on annonce qu'il aurait lui aussi moins d'une dizaine de sièges. Alors
alors qu'il a remporté les suffrages d'un grand nombre de Français. Entre la France insoumise et ce parti, c'est presque un électeur sur deux, et pourtant, on va se retrouver avec une chambre Macron-Horizon, ce qui est une question très grave qui est posée à notre démocratie. Je pense aussi que vous avez souffert d'un petit problème, c'est l'ambiguïté vis-à-vis du Front National, de l'entre-deux tours, la consigne de vote qui n'a pas été comprise. Je vous ai suivi sur votre circonscription. Beaucoup d'électeurs, des gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, ne comprenaient pas. Et du coup, je pense aussi que ça ne vous a pas aidé pour les législatives. Bien, nous avons fait quelque chose de nouveau avec cet après-premier tour. Mais je n'en suis pas sûr. Parce que, vous savez, moi, j'ai rencontré en effet nombre de personnes. Les appréciations divergent, et c'est évident. Et souvent, ceux qui contestent la position qui a été la nôtre, je la rappelle, elle était très claire, pas une voix pour le Front National. Ce sont des gens qui n'ont pas soutenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Mais nous sommes adressés à l'intelligence des électeurs. Et c'est nouveau de ne pas donner de consignes, de miser sur une forme d'implication citoyenne, de dire aux électeurs, vous avez la responsabilité, vous devez faire l'effort de réfléchir et de choisir. Et nous leur disons la même chose. Voulez-vous donner les pleins pouvoirs à un président de la République, à son Premier ministre de droite, qui prépare une politique de régression, de destruction du Code du travail? Voulez-vous cela pour notre démocratie? Ou pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir une opposition, et en effet, une opposition insoumise, une opposition de gauche, qui contrebalance un équilibre, un déséquilibre des pouvoirs qui est structurel dans la Ve République? Je ne suis pas loin d'être d'accord avec vous sur ce fait qu'il y a une crainte quand même quand on parle possiblement de 400, 450 députés. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Il faut aussi rappeler que du fait de la jeunesse de ce mouvement, le mouvement En Marche n'a pas d'élus dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, pas d'élus bien évidemment au Sénat. Donc on n'est pas dans une configuration, comme on a pu en parler à un moment donné, d'État RPR. On n'est pas encore dans un État République En Marche, me semble-t-il. Je crois que malheureusement, si vous avez vu comment bon nombre d'anciens dirigeants du Parti socialiste ou même des Républicains ont tourné kazakh. Très rapidement, en quelques semaines, en quelques mois, ils sont devenus En Marche, cette grande opération de recyclage que nous avons dénoncée. Je pense que nous allons assister au même type d'opération dans les mois qui viennent, dans les municipalités, à Paris par exemple, dans les régions, dans les départements, et qu'ils sentent bien, ces tenants du vieux monde, que c'est leur seule chance, leur seule issue pour l'instant, alors que les Français n'ont peut-être pas bien identifié quelle était la manipulation politique d'un certain point de vue qui venait d'être mise en œuvre. Donc je crois que ce processus va se poursuivre et que face à cette confusion, à ce secret avec lequel procède le gouvernement qui est en place, eh bien nous allons tenter de clarifier, d'expliquer ce qui se passe. On va revenir sur l'opposition que vous voulez incarner, mais juste pour l'incarner, cette opposition, est-ce qu'il faut forcément un groupe parlementaire? Vous avez un objectif chiffré pour dimanche soir? L'objectif de parvenir à un groupe, je vous le disais, nous sommes au second tour dans 74 circonscriptions. Nous espérons donc être dans une situation qui nous permet de rassembler au moins 15 députés de la France insoumise. Et puis, de toute façon, nous discuterons avec les communistes, par exemple, pour pouvoir peut-être, avec eux, former un groupe. En tout cas, c'est un point mais nous avons toujours eu du courage. C'est un point très important que d'obtenir ce groupe parlementaire. Nous savons qu'il sera nécessaire au combat politique dans les années qui viennent, et notamment parce qu'il nous permettra d'expliquer aux Français et aux Françaises les grands enjeux des textes de loi qui vont bientôt être discutés. Alors, vous parlez des communistes. On sait que les rapports entre Jean-Luc Mélenchon et les communistes sont un petit peu compliqués. On avait cru comprendre que Jean-Luc Mélenchon espérait pouvoir s'en passer. Non, nous avons toujours, nous, cherché à rassembler, et nous avions d'ailleurs nombre de candidats de la France insoumise qui étaient issus des membres du Parti communiste. Il y en a d'ailleurs... Circonscription par circonscription, il n'y a pas eu d'accord national. C'est vrai, parfois ça s'est fait au niveau départemental. Je ne peux pas rentrer dans des détails puisque nous n'avons pas la possibilité. Exactement, mais je pourrais donner des exemples. Quoi qu'il en soit, le Parti communiste s'est exprimé par l'intermédiaire de Pierre Laurent, et il a appelé à soutenir à l'occasion du second tour l'ensemble des candidats de la France insoumise. C'est une très bonne nouvelle dont je me réjouis bien sûr. Oui, mais alors justement, on peut peut-être parler des deux. On se souvient que la presse avait révélé un SMS mais assassin de Jean-Luc Mélenchon envers Pierre Laurent, où Jean-Luc Mélenchon lui disait « Vous êtes la mort et le néant ». C'est extrêmement violent. Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'habitude de mâcher ses mots, et je pense que
son caractère est un problème. Je ne veux pas rentrer dans les choses un peu personnelles, mais néanmoins, c'est vrai que la diplomatie, ce n'est pas la première des caractéristiques de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que si on parle d'une arrogance du pouvoir aujourd'hui pour ce qui est de République En Marche, il faudrait faire attention que la France insoumise, si quelque part elle obtient un bon résultat dimanche, qu'elle n'ait pas aussi cette arrogance au sein de la gauche qu'elle a pu reprocher notamment au Parti socialiste. Et moi je pense aussi que l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si ce serait intéressant de savoir ce que vous qui avez été un de ses porte-parole en pensez. Est-ce que secrètement vous ne rêvez pas de pouvoir égaler, voire dépasser le Parti socialiste à l'Assemblée nationale? Parce que quelque part, on le sait tous, c'est l'ambition, vous parliez de la mort et du néant, c'est aussi d'anéantir le Parti communiste, c'est assez facile. Le Parti socialiste sera un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez l'intention d'anéantir quelque part et de remplacer quelque part le Parti socialiste, le fameux dégagisme? Alors l'anéantir, non, au sens où notre objectif n'est pas de détruire, il est de construire et en effet de passer devant, d'être la force centrale d'un espace, celui de la transition écologique, de la refondation démocratique, de la répartition des richesses. Et je pense que nous le sommes. Ça y est, à l'issue de cette séquence, presque à l'issue de cette séquence présidentielle où Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 19,6% des suffrages, tandis que Benoît Hamon en rassemblait à peine plus de 6%, et de cette élection législative, nous sommes passés devant. Nous sommes le point de repère pour tous ceux qui cherchent des solutions positives aux diverses crises. Même si le PS a plus de députés que vous à l'arrivée? Peut-être qu'il en aura plus, parce que peut-être que lui encore profitera de ces institutions qui sont très anciennes maintenant et qui continuent à favoriser ce qui est l'issue du vieux monde. Mais je donne deux exemples. En Haute-Garonne, qui est un fief historique du Parti socialiste. Nos candidats sont au second tour dans 6 circonscriptions sur 10, les candidats du Parti socialiste dans 1 sur 10. En Seine-Saint-Denis, nous sommes au second tour dans 8 circonscriptions sur 12, le Parti socialiste dans aucune circonscription. Ce sont des faits qui sont très importants, je crois, et qui illustrent le fait que nous sommes en train de changer de période, que cette recomposition politique est à l'œuvre de façon profonde. Juste parce que je vais rebondir sur ce que vous disiez sur la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été beaucoup décrié que Jean-Luc Mélenchon divise plus qu'il ne rassemble. Encore hier, sur notre plateau, eh bien, nos invités parlaient de France Insoumise mal aimable. Je les ai trouvés mal aimables. Pourquoi ? Mais parce que j'ai trouvé que la brutalisation du débat qu'ils ont, mais ça serait un débat à part entière, qu'ils ont introduit dans la gauche en particulier, mais même dans le paysage politique français à la fin, ce qu'on appelle le populisme de gauche, qui a été théorisé par une sociologue qui s'appelle Chantal Mouffe et qui se traduit par un mot qui s'appelle le dégagisme. Je pense que le terme de dégagisme est dangereux parce que d'ailleurs, quelque part, il revient en boomerang. Sur le fond et la violence, jamais personne plus que le FN incarnera le dégagisme, et celui qui récolte le dégagisme à la fin, il s'appelle Emmanuel Macron. Mais Paul Vannier, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Chantal Mouffe n'est pas sociologue, elle est philosophe, et M. Cormand a été un de ceux qui a adressé le nombre le plus important de piques à la France insoumise et à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Mais au-delà de ces affaires, il ne faut pas réduire un débat politique absolument majeur dans l'histoire d'un courant qui est très ancien, que l'on appelle la gauche, qui a sa tradition, qui a des principes. Il ne faut pas réduire ce débat à des personnes, à des caractères. Ce qui se joue et qui est en train, là, d'apparaître, c'est deux orientations stratégiques. Voulons-nous fédérer le peuple en nous adressant directement à lui sur la base d'un programme? C'est ce que nous avons tenté de faire et je crois réussi. Ou continuons-nous ces recettes, ces vieilles recettes, ces tambouilles qui ne marchent plus, c'est-à-dire ces additions de logos, de sigles? C'était la stratégie que M. Cormand, comme d'autres dirigeants de gauche, ont suivi ces derniers mois. C'est ça l'enjeu, c'est ça la question, c'est une question de grande portée et donc voilà, il faut la traiter pour ce qu'elle est, ne pas la réduire à quelques mots, à quelques adjectifs. Oui. D'accord, vous mettez en avant le programme, sauf que la stratégie. Ce qui a été beaucoup relayé, ce que les électeurs aussi ont pu retenir de la campagne de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne législative, c'est peut-être la brutalité. Peut-être que vous pouvez nous le commenter, Christian Roudeau. Par exemple, ça a été pendant cette campagne des législatives, c'était il y a très peu de temps, quand Jean-Luc Mélenchon parle de Bernard Cazeneuve, de celui qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, quand il parle de François Hollande en termes de pauvre type, la plus éminente médiocrité du PS. C'est assez brutal comme langage. C'est très brutal. Alors, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il y a eu pendant la campagne présidentielle, on a dit, il avait mis un petit peu d'eau dans son vin, il était un petit peu plus souple. Et c'est à ce moment-là où il y a eu un mouvement d'adhésion. Mais l'insulte, l'invective, ça vous mène nulle part. Moi, je partage cette analyse de Cormand, c'est-à-dire que c'est vrai que le dégagisme, il ne vous a pas profité. Finalement, il a profité à Emmanuel Macron parce que c'était du dégagisme avec le sourire. Alors que vous avez fait
du dégagisme avec de la colère, avec une sorte de populisme qui, au bout d'un moment, a lassé. Et c'est pour ça que vous n'avez pas transformé l'essai. Mais notre dégagisme était politique. Il est politique. C'est-à-dire que nous appelons à remplacer un programme politique par un autre. Celui de M. Macron, il est peut-être générationnel, il est bien marketé, c'est vrai. Et il se fait avec le sourire, comme dans les publicités, vous avez raison. Mais vous voyez, ces deux termes que les autres ont repris, c'est nous qui l'avons forgé, ils n'ont là, dans la bouche des uns ou des autres, strictement rien à voir. Il ne faut pas, encore une fois, réduire à quelques mots, à des adjectifs que d'ailleurs même M. Mélenchon a pu préciser à propos de M. Cazeneuve, le travail, la pensée, la théorie d'un homme qui a écrit, on aurait pu peut-être donner la liste des 20 ouvrages politiques que Jean-Luc Mélenchon a rédigés. Voilà. Est-ce que ça n'a pas brouillé votre message quand même ? Vous, en tant que candidat, est-ce que vous ne l'avez pas regretté à un moment donné ? Ce n'est pas que je l'ai regretté, c'est que je sais qui a instrumentalisé ces politiques, ces polémiques, et notamment le Parti socialiste. Et M. Cazeneuve ont déployé une énergie considérable à faire grossir... on n'a pris que deux exemples. Il y a nos adversaires par rapport à François Hollande. Nos adversaires ont amené dans le débat ces polémiques pour, en effet, nuire à notre campagne. Bien sûr, moi, j'ai rencontré des gens qui étaient sensibles à cette situation, c'est vrai, mais j'ai aussi constaté à quel point Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on parle de lui, restait très populaire. Et très populaire, notamment dans les quartiers les plus populaires. Et moi, ma circonscription est faite de quartiers très populaires. J'ai pu constater l'adhésion très forte qui existait encore entre lui et ses électeurs. Une adhésion consciente, parce qu'ils savent, ces électeurs, que Jean-Luc Mélenchon défend le SMIC à 1 326 €. Ils savent qu'il défend la cantine bio et gratuite pour les enfants, qu'il défend l'augmentation des pensions de retraite. Et ils savent qu'il est le seul à défendre ces mesures qui peuvent changer leur quotidien, alors même qu'ils entendent déjà s'annoncer un certain nombre de mesures extrêmement brutales, l'augmentation de la CSG, la mise en concurrence de tous les travailleurs, qui menacent justement leur vie quotidienne. Est-ce que sur les stratégies, là on parle, vous dénoncez les stratégies d'appareil, mais on sait que Jean-Luc Mélenchon l'avait dit, c'était clair et net pendant ces législatives, pas de négociation avec Benoît Hamon avant le premier tour. Et pourquoi alors il y a ces appels, depuis lundi, il l'a dit, Jean-Luc Mélenchon, ces appels à voter pour les socialistes frondeurs pour le deuxième tour ? Pour 4 d'entre eux, ceux qui ont voté la motion de censure au moment de la loi El Khomri. Oui, mais il n'a pas voté cette motion de censure. Il n'est pas allé au bout de cette démarche. Et nous avons, suffisamment regretté et dénoncé cette attitude, cet entre-deux qui installait là encore de la confusion, de la frustration pour ceux qui cherchaient à ce moment-là déjà un débouché politique pour aujourd'hui ne pas rentrer là encore dans une forme d'arrangement. Nous sommes très clairs. Nous soutenons ceux qui ont fait le travail, celui qui consistait à combattre la politique de régression qui a été celle de M. Hollande. Et eux méritent en effet ces 4-là et pas davantage notre soutien. Ça veut dire que derrière, est-ce qu'il peut y avoir une idée ? Est-ce que vous espérez que ces socialistes-là, précisément, s'ils sont élus, puissent vous rejoindre et peut-être siéger avec vous ? Mais bien sûr, puisque nous aurons apporté ensemble les mesures de l'avenir en commun, dans une position qui sera celle d'une minorité et d'une opposition, c'est vrai, mais nous entendons utiliser les moyens qui seront les nôtres, moyens parlementaires et autres, pour faire entendre notre voix. Moi, ce qui m'intéresse dans le diagnostic qui est porté par la France insoumise, c'est quelque part de reprocher à François Hollande, Manuel Valls, d'avoir mené une politique qui n'était pas suffisamment à gauche. Et je serais intéressé de savoir ce que vous allez dire. C'est intéressant, il y a une sorte de hiatus comme logique. L'électorat considérerait que, si selon votre raisonnement, c'est parce que ça n'a pas été suffisamment à gauche qu'il y a eu une faillite du Parti socialiste. Mais finalement, d'une part, les frondeurs eux-mêmes n'ont pas réussi. Et puis, d'autre part, le raisonnement, ce serait de voter du coup à droite ou au centre-droit, voter Macron, parce que la politique n'était pas suffisamment à gauche précédemment. Il y a une logique que je n'arrive pas à comprendre. Vous devez quand même avoir, si vous comprenez l'électorat, penser que finalement, il y a un intérêt pour une politique qui est mainstream, qui est au milieu du chemin, qui est centriste et qui fait en sorte que, par exemple, il y aura plus de fluidité sur le marché du travail s'il y a une réforme du Code du travail et que finalement, les thèmes que vous avez agités pendant la campagne, ils ont pu marcher pendant la présidentielle, ils ont eu une certaine résonance et je pense que Jean-Luc Mélenchon a certainement mené la meilleure campagne, mais au final, au niveau des législatives, c'est pas des thèmes qui ont porté, ça c'est retombé comme un soufflet. Je crois que ça renvoie davantage aux structures institutionnelles. Mais ce que vous qualifiez de mainstream ne représente que 17% des électeurs inscrits à cette élection. Que 6,5% des électeurs inscrits. Vous avez raison, c'est un fait. Mais constatons aussi que le programme de M. Macron, l'idéologie qu'il défend, n'est pas majoritaire dans le pays. Et nous savons que les batailles politiques sont toujours précédées de victoires culturelles. Donc nous continuons sur le terrain culturel, en effet, à forger de nouveaux mots, de nouveaux termes. Nous ne nous réclamons pas de la gauche, puisque ce terme a été corrompu
il a été rendu totalement confus par le Parti socialiste et par ses plus éminents représentants. Donc nous tentons de parler autrement. Nous nous adressons aux insoumis, à ceux qui n'acceptent pas l'ordre établi. Nous proposons un programme que nous nommons l'avenir en commun. Et nous avons une stratégie qui est différente nous ne passons plus de consignes, comme vous l'avez noté. Nous présentons de façon nouvelle. Tout ça va prendre du temps. Il faut quand même se rappeler que la France insoumise a à peine 1 an d'existence. Regardez déjà comment marche, mais regardez le chemin parcouru en 1 année. Et nous avons vocation à demeurer, à nous développer. Il y a d'autres combats qui vont venir, électoraux, mais pas seulement, bien sûr. Et vous verrez que ce discours, nous allons l'articuler, le rendre plus cohérent, plus lisible peut-être encore, et nous espérons bien conserver, gagner des positions. Et on l'a bien vu, on a bien compris que l'objectif était toujours le même, que ce soit avant la présidentielle ou juste avant le premier tour, rester une opposition frontale au gouvernement. On ne tortille pas, on n'est pas en train de faire un jour des alliances avec l'un, le lendemain avec l'autre, et à amender des textes sur lesquels on peut peut-être s'abstenir. Non, nous sommes une opposition frontale au macronisme. Point. Voilà ce que nous serons pendant 5 ans. Quand on va articuler le groupe, les 500 000, et vous autres, qui êtes encore là, et qui serez encore là parce que je vous connais, je pense que nous ferons mieux que de la résistance. Leur machin est un château de cartes. Leur machin est un château de cartes. 400 pingouins, si vous les voyez de près, vous n'en revenez pas. Voilà, on reconnaît bien le langage fleuri de Jean-Luc Mélenchon. Une opposition frontale pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? Si jamais vous avez un groupe parlementaire, on a bien compris comment ça se passait. Si jamais ce n'est pas le cas, vous serez quel genre d'opposition? Nous allons inventer aussi des moyens de nous opposer. Et puisque la période est nouvelle, il va bien falloir trouver de nouvelles formes d'opposition. Mais vous savez, nous avons déjà l'essentiel, c'est-à-dire un programme. Et je le dis parce que ce programme répond à tous les enjeux auxquels ne répond pas la situation politique telle qu'elle se présente aujourd'hui. Ce programme, il porte la transition écologique. M. Macron, en rien, ne poursuivra cet objectif. Il va Même avec un ministre comme Nicolas Hulot. Ça fait maintenant 6 semaines, je n'ai pas entendu parler de Nicolas Hulot depuis ces dernières semaines. Qu'a-t-il fait pour préparer la sortie du nucléaire? Rien. D'ailleurs, ils veulent en conserver 50% dans le mix énergétique. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place sur Notre-Dame-des-Landes. Fort heureusement, mais il n'y a pas d'annonce forte. Vous voyez, donc cet enjeu, ce gouvernement n'y répondra pas. De même, il ne répondra pas à l'enjeu social. Il va aller encore plus loin dans la destruction du code du travail, ce qui va conduire à baisser les salaires, à augmenter les cadences de travail, à revoir l'organisation et les conditions de sécurité au travail. Et enfin, sur le plan démocratique, je l'ai déjà assez dit, M. Macron, jupitérien, semble vouloir vraiment se couler dans ces institutions monarchiques. Il était au Louvre, il a été à Versailles, et je pense que ça n'est que le début, là, pour le coup, d'une personnification boursouflée et inquiétante pour notre démocratie. Donc notre programme qui répond à ces enjeux, je pense qu'il est en capacité de gagner des consciences dans les mois et les années qui viennent, jusqu'aux échéances qui sont les prochaines. Croquettement, l'opposition de la France insoumise, vous pouvez la voir comment, vous, Christian? Si elle est de ce tonneau-là, où on traite les députés de la majorité de pingouins, je pense que ça risque de donner des heures agitées au Palais Bourbon. Je trouve que c'est dommage parce que quelque part vous avez un programme qui a le mérite d'exister, qui a été réfléchi et qui est plutôt bien charpenté. On l'a vu pendant la présidentielle notamment, et aussi l'avenir en commun pendant la législative, ça je donne acte, mais à chaque fois je trouve que quelque part ces mots, ces envolées acides, quelque part ça joue contre votre camp. Ça, je pense que c'est sur la forme, c'est un petit peu dommage d'utiliser à chaque fois ce genre de rhétorique. Ça fait parler, c'est bien pour la petite phrase, mais au final, ça ne donne pas l'idée de la crédibilité, alors que quelque part, vous avez un programme qui est, pour l'avoir bien étudié, qui est relativement cohérent. Il y a une cohérence du propos qui fait que c'est parfois un petit peu noyé dans cette logorée verbale, si je puis dire. Mais je voudrais ajouter un point, sur un point essentiel comme de votre programme, qui est la 6e République. Je trouve que, sincèrement, c'est une idée qui n'imprime pas, parce que je pense qu'il y a, de mon point de vue, une erreur de diagnostic. Quand je discute avec les gens, je pense que les gens, quelque part, adhèrent. On peut toujours améliorer la 5e République, mais à cette stabilité institutionnelle qui fait que finalement, il y a une cohérence, et quelque part on le voit aujourd'hui aux dépens des autres partis, c'est-à-dire que le président a été élu, on lui donne une majorité cohérente pour pouvoir gouverner. Je pense qu'il y a un attachement aux institutions voulues par le général de Gaulle, et qu'il n'y a pas un appétit féroce pour la 6e République. Il y a une volonté de réformer les choses, de changer les pratiques. Là aujourd'hui, il y avait l'annonce du projet de loi sur la moralisation de la vie publique. Je vous donne acte de cela. Mais sur l'idée d'une 6e République,
J'y crois pas. Je pense que sincèrement, les gens restent attachés, et on l'a bien vu pendant cette élection présidentielle, à une figure un peu tutélaire. Après, bon, il faut se méfier des rois thaumaturges, je suis d'accord avec vous, mais néanmoins, c'est pas une crise des institutions, c'est peut-être une crise de la pratique du pouvoir qui a été condamnée. Et pourtant, il y a un océan d'abstention, pourtant il y a un moralisateur arrosé aujourd'hui, M. Bayrou, et je crois donc que cette contradiction, cette crise de la Ve République, moi je crois qu'elle va s'exacerber. Je crois d'ailleurs que la majorité qui se dessine est déjà en tension entre le MoDem et En Marche, que ces députés que l'on désigne avec des mots piquants pour interpeller comment vont-ils se comporter, comme une majorité Godillot, au garde à vous, tout ça. Là, vous avez raison, est très inquiétant. c'est une vraie question. Vous savez, ce mot pingouin, d'un certain point de vue, il désigne une forme de réalité. Constatons que tous les candidats En Marche au second tour, aujourd'hui, refusent de façon systématique dans le pays tout entier les invitations au débat que font nos candidats, ceux de la France Insoumise. Et c'est manifestement, et je le dénonce ici, une consigne, puisque y compris des ministres qui sont engagés, qui avaient pris rendez-vous, pris date, aujourd'hui se dérobent. Ils n'osent pas affronter ce qui est le minimum dans une démocratie. Et c'est très inquiétant. Cette situation est très inquiétante. Qui sont ces candidats? Que défendent-ils? Que portent-ils? On a un peu l'impression que c'est pour vivre heureux, vivons cachés. On cache un petit peu les candidats parce qu'ils ont été élus. Souvent, les électeurs ne savent sur l'étiquette. Faut pas être désobligeant à l'égard des gens qui ont été choisis, mais souvent ils n'étaient pas connus. Et je pense que c'est une vraie question. Et on voit tous circuler sur la toile quelques désastres lorsque certains candidats de la République En Marche ont participé à des débats et on sentait bien qu'ils n'étaient pas armés. Après, peut-être qu'ils apprendront. Tout est une affaire d'apprentissage. Mais je suis d'accord avec vous que cette idée de si c'est effectivement avéré qu'il y a une consigne stricte pour ne pas participer à des débats, pour rester comme ça sur cette dynamique et ne prendre aucun risque quelque part, je trouve qu'effectivement, pour le débat démocratique, vous avez raison, c'est dommage. Et ça pose question sur quelle est la conception du président et du gouvernement de ce qu'est un Parlement dans une démocratie. Un Parlement, il doit discuter, délibérer, il doit avoir l'initiative des lois, il doit voter le budget. Aujourd'hui, il est déjà, alors qu'il n'est même pas rassemblé, il semble déjà mis sous tutelle. On avait suffisamment, et à juste titre, dénoncé l'hyper-présidentialisme de M. Sarkozy. À quoi les mois qui viennent et les années qui viennent vont-ils ressembler si nous laissons, là encore, les pleins pouvoirs à ce président qui veut manifestement tout museler, y compris d'ailleurs les journalistes. Il y a aujourd'hui, je crois, nombre de rédactions qui s'émeuvent de la façon dont on traite leur travail, le travail des journalistes. Et M. Bayrou, garde des Sceaux, va jusqu'à en appeler certains pour, semble-t-il, défendre une position qui est politique ou partidaire ou bien personnelle. Si je peux dire un mot à ce propos, effectivement, moi, ça m'a personnellement, en tant que journaliste, bien sûr, ça m'a choqué, ce coup de fil du garde des Sceaux. C'était plus l'ancien monde, c'était la préhistoire, où on a l'impression de voir ressurgir du cercueil Alain Perfit qui passe des coups de fil à l'ORTF. Je trouve que, bon, en même temps, on a bien vu qu'il a été désavoué par son Premier ministre. Il est encore là. Mais ça pose question. Alors, justement, vous disiez que l'opposition reste à inventer. Parce que voilà, vous allez voir comment ça se passe. On est presque dans un nouveau monde, quelque chose qui est en train d'être construit. Mais est-ce que vous pourriez envisager de vous appuyer, par exemple, sur les syndicats, peut-être sur la rue, pour vous faire entendre? Alors, nous serons, comme nous l'avons déjà été, en appui des organisations syndicales, notamment dans le combat qui s'annonce contre la destruction du Code du travail. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la France insoumise a commencé à apparaître dans l'espace public. C'était au moment de la mobilisation contre la loi El Khomri. Ensuite, les syndicats, et nous y sommes très attachés, ont leur autonomie, ont leur indépendance. Il est hors de question pour nous de leur donner une quelconque consigne ou même d'obéir de façon mécanique. Mais vous savez, nous avons déjà pris des initiatives à d'autres époques. Celle de marche, nous pouvons aussi peut-être, je le dis comme une hypothèse, imaginer cette forme d'action. Demain, j'ai dit qu'il fallait inventer, créer pour faire entendre nos propositions et nos idées. Et à l'avenir, quel avenir justement pour votre... Est-ce qu'on peut parler de parti encore? C'est un mouvement, la France Insoumise, c'est quoi? Oui, ça reste un mouvement et ça restera sans doute un mouvement. C'est un chantier qui s'ouvre maintenant, mais au sens où il est fait d'auto-organisation, il est fait d'une grande liberté qui est laissée à chacun des groupes qui, ici ou là, sur l'ensemble du territoire, de façon fourmillante, se lance dans l'action. Et nous sommes très attachés à cette forme parce qu'elle a fait notre succès. Imaginez qu'il y a aujourd'hui plus de 500 000 membres de ce mouvement. C'est absolument considérable. Et quand on compare ce chiffre à l'ensemble des autres organisations politiques du pays, et notamment des plus traditionnelles d'entre elles, on voit qu'en effet, nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Dans un nouveau monde, sauf que pour l'instant, ça séduit pas beaucoup d'électeurs pour le moment, pour les législatives en tout cas.
On a fait l'analyse des causes de cette situation. Toutes les organisations politiques voient le nombre de leurs électeurs s'effondrer avec la progression spectaculaire de l'abstention. Ce sont nos institutions qui sont malades, et ce n'est pas nos propositions qui, je crois, sont faibles. Et pour autant, vous préparez les prochaines échéances électorales, d'ores et déjà ? Pour l'instant, nous allons emporter le plus grand nombre de députés possible dimanche prochain, le 18 juin. Et encore une fois, nous espérons, dans plusieurs dizaines de circonscriptions, pouvoir le faire. Christian Roudeau, effectivement, on parlait de la culture du chef. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, est un leader extrêmement charismatique. En dehors de cette figure, la France insoumise, visiblement, peine à convaincre ou à parler directement aux électeurs. Pour autant, on a l'impression que dans l'organisation, il n'y a pas cette culture de chef. Est-ce que c'est un trompe-l'œil ? Ça marche comment, la France insoumise ? Moi, je pense que le challenge pour les années à venir pour Jean-Luc Mélenchon, c'est faire émerger de nouvelles figures. Il y en a quelques-unes qui ont commencé à émerger. Alexis Corbière, Daniel Simonet, Manuel Bompard. Donc, je pense aussi, si on veut incarner le côté collectif d'un mouvement, il faut que ça continue. Parce que pour l'instant, le mouvement reste associé presque encore un peu exclusivement à Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, je pense que c'est un peu votre challenge pour les années à venir. Parce que dans 5 ans, est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera en mesure de se présenter à nouveau ? Est-ce qu'il cédera la main ? Moi, je pense que c'est intéressant de préparer. Parce que néanmoins, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça, je vous l'accorde. Moi, j'ai assez bien suivi ce qu'a pu faire France Insoumise, notamment sur... il n'y a pas eu que le gimmick du fameux hologramme. Il y a la chaîne YouTube qui marche très bien. Il y a quelque chose, c'est vrai, il y a un vrai débat dans ce mouvement qui est intéressant. Après, voilà, le challenge, c'est essayer de le traduire sur le terrain et le traduire dans les urnes. Et c'est pas encore le cas. Là, vous partagez les interrogations. Mais comme toujours, l'avenir, on ne sait pas exactement de quoi il s'affrait, mais nous comptons bien peser sur lui. Alors, on a bien compris donc l'objectif de l'opposition au gouvernement. Et alors, au sein de la gauche, est-ce que vous espérez, alors que le Parti socialiste visiblement est en train d'exploser, objectivement, est-ce que vous pouvez nous le dire, c'est d'incarner la gauche aujourd'hui en France ? Mais oui, mais nous l'incarnons déjà aux yeux d'un grand nombre d'électeurs, et là, dans cet entre-deux-tours, puisque vous le constatez sans doute, mais nous avons beaucoup d'appui, de soutien, et c'est très bien, qui viennent du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste, qui appellent en ce moment même à voter pour nos candidats. Donc vous voyez que la recomposition, elle est déjà en marche, et qu'elle s'organise, et je ne le dis pas de façon arrogante ou hégémonique, juste je constate ce fait, elle s'organise aussi autour de la France insoumise, ce qui prouve bien que ce mouvement est ouvert, et qu'il est un cadre qui permet à chacun, avec son identité, de venir participer et de nous permettre de l'emporter. C'est en évolution. La gauche est représentée par la France insoumise aujourd'hui ? Je pense qu'elle risque de l'être, effectivement, d'autant plus qu'on va être face à un groupe socialiste qui sera quand même divisé. Il y en a certains députés, un certain nombre, je ne l'ai pas en tête, mais qui devront leur élection au simple fait qu'en face, ils n'auront pas eu de candidat En Marche. Donc, ils seront un petit peu redevables de ce coup de pouce donné par La République En Marche. Après, il y aura peut-être quelques frondeurs ou de gens qui ont toujours, comme Christian Paul, qui ont toujours été un peu critiques du gouvernement et de sa dérive supposée droitière. Mais je pense qu'il y aura une vraie fracture. Puis on ne sait pas. Là, on a un peu l'impression d'avoir un canard sans tête qui ne sait plus où il va. Donc, je pense que c'est une occasion en or pour la France insoumise d'essayer de relever le défi, de voir ce qui se passe à l'étranger, par exemple, à Bernie Sanders aux États-Unis, Jeremy Corbyn en Angleterre. Voilà, il y a peut-être un modèle, mais bon, visiblement, c'est pas encore le tour d'aujourd'hui. Peut-être que ça peut être le tour d'après, 2022. Et vous, pas si loin. À titre personnel ? Mais moi, ce que je crois, c'est que dans les jours qui viennent, les candidats du Parti socialiste incarnent une chose très confuse, vous l'avez dit. Pour certains, finalement, cela revient à voter déjà pour M. Macron. Pour d'autres, peut-être pour une opposition. Nos candidats, c'est très clair, ils incarneront l'opposition à M. Macron et à sa politique. Et cette clarté, c'est là encore l'un des acquis de cette séquence. Et c'est très important, notamment dans une période aussi confuse et d'entre-deux qui est celle dans laquelle nous sommes. Vous interrogez, vous avez des interrogations, mais le cap, vous l'avez en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'analyse. Christian Roudeau, restez avec nous. On parle des Républicains dans un instant. Geoffroy Diguier sera notre invité. Ce sera après le journal d'Adrien Borne.